Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue au webinaire Hafnor Energy, 5e du nom, en tout cas 5e épisode de l'année. Et histoire de m'assurer que je ne parle pas dans le vide, je vais demander à l'un d'entre vous de me signaler si oui ou non il m'entend bien. Et pour cela, je choisis Nessim Sdiri. Est-ce que Nessim, vous m'entendez bien? Activez votre micro pour me répondre, s'il vous plaît. Alors. C'est pas grave, on va choisir une autre personne. Si vous m'entendez toujours, est-ce que Jean-Luc Bastian peut se signaler soit avec la main, soit en ouvrant son micro pour me dire qu'il m'entend, s'il vous plaît? Il m'entend. Eh bien, c'est très bien. Bonjour, donc je me présente, je m'appelle Guillaume Vincent, je vais vous montrer mon visage. Me voici, je travaille au service de la communication du groupe Hafnor et je suis en charge de la thématique énergie. Donc mon travail est de montrer ce que le groupe Hafnor sait faire en la matière. Donc, comme je le disais en préambule, nous nous intéressons au décret tertiaire depuis un certain temps déjà, et cette année, c'est la 5e fois qu'on s'y intéresse. C'est donc la 4e fois qu'on s'y intéresse. Il y a une série de 5 webconférences cette année. Nous sommes au 4e épisode et nous allons nous intéresser au cas des bâtiments industriels, donc des bâtiments qui sont implantés sur des sites industriels, donc qu'on pourrait présumer ne pas relever du décret tertiaire, mais on s'apercevra que c'est plus compliqué que ça. Et je suis en compagnie de 2 Hafnoriens de grande qualité, que sont Anne-Catherine Moutet, qui est responsable d'Hafnor Energy, la marque qui fédère l'ensemble de l'offre énergie du groupe Hafnor, et à ses côtés Timothée Goutet, ingénieur, et qui appartient au bureau d'études Hafnor Energy Ingénierie, puisque la marque Hafnor Energy, parmi les composantes, il y a un bureau d'études qui s'appelle Hafnor Energy Ingénierie. Voilà, je voulais aussi vous faire une petite précision concernant le déroulé de nos échanges. Catherine et Timothée auront la parole, mais il est évident que vous aussi, vous pourrez intervenir sous la forme soit d'intervention au micro que je commanderai si le besoin se présente, mais également à l'aide du chat, le petit module chat auquel vous accédez dans la fenêtre de droite, si c'est configuré comme sur mon ordinateur. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la conférence. Catherine, je vous cède la parole ainsi que le partage d'écran. Je vous souhaite une bonne conférence, une bonne webconférence à tous. Pardon. Merci Guillaume. Écoutez, donc comme Guillaume nous a déjà présenté, je pense qu'on va directement commencer, mais c'est toujours un plaisir pour moi que de vous retrouver, de parler de ce décret tertiaire qui est un des piliers maintenant de finalement la politique de transition énergétique du gouvernement et qui petit à petit eh bien s'étoffe et se précise. Donc, il y a eu dans le courant de l'été un certain nombre de nouveautés dont on va vous parler maintenant avec Timothée, et en particulier donc des nouveautés autour de ces bâtiments sur des sites industriels. Et comme vous l'a dit en anticipation Guillaume, certains d'entre eux donc sont concernés par cette réglementation. Voilà. Donc on lance le On essaye, PowerPoint et on va commencer.
Bonjour à tous. J'ai Guillaume, excusez-nous, un petit problème technique. Je suis pas sûr d'avoir la Moi, main. j'avais montré mon Ah voilà, écran. Donc, montrez votre Guillaume, je écran. pense que tu as inversé. Voilà, Timothée, the floor is yours normalement. Ok, Voilà. c'est bon là, vous voyez le, le diaporama ou pas? Oui, Oui, Timothée, je le vois. Donc, je pense que Et nos si je fais auditeurs ça, ça également. bouge ou pas? Oui, ça très bouge. bien. Ça Ok. bouge. Et donc, à moi de Donc, pour ma présenter le part, groupe. oui. Donc, Catherine, je te laisse l'entrée, puis je vais Voilà. couper ma webcam pour plus de fluidité. Donc, un petit peu plus de précision que nous en a donné Guillaume sur notre organisation au sein du groupe AFNOR. Donc, nous sommes un groupe dont le cœur est une association qui porte les deux métiers de la normalisation et de l'édition. Donc, cette association, c'est une association de loi 1901 et elle est le support à des activités donc commerciales qui sont portées par AFNOR Compétences, notre filiale qui est spécialisée dans la formation, et AFNOR Certification, donc qui elle est reconnue pour des activités de certification, et en particulier pour le sujet qui nous intéresse. AFNOR Certification est accréditée pour le COFRAC, par le COFRAC pour délivrer donc des certifications selon la norme ISO 50001, le système de management de l'énergie. Et AFNOR Énergie Ingénierie est en fait un bureau d'études que je pilote et qui donc délivre des prestations de conseil. Et nous avons également le rôle d'être le pôle de compétences du groupe dans le domaine de la transition énergétique. En fait, nous sommes logés dans la filiale pivot AFNOR Développement qui abrite en particulier les fonctions support de l'ensemble du groupe. Donc voici présenté le groupe AFNOR. Nous sommes bien entendu, nous sommes présents en Île-de-France, hein, sur notre site de Saint-Denis, mais nous avons également donc des représentations régionales hein, sur 14 villes, et puis à l'international, nous sommes représentés dans 40 pays. Donc je vais poursuivre. Aujourd'hui, épisode 4 donc, de cette série de webconférences sur le sujet du décret tertiaire pour cette année. Vous avez ici, on vous enverra la présentation, le rappel des différents épisodes et des sujets abordés dedans. Il y aura un lien vers les replays si vous n'avez pas pu participer et souhaitez aller en savoir un peu plus sur certains sujets. Donc le premier épisode, c'était vraiment un cadre réglementaire global avec les étapes, les outils pour la mise en œuvre. C'est une approche très générale qui est évidemment amendée au fur et à mesure des différents webinaires parce que, bon, voilà, vous le savez, j'imagine que c'est un long chemin, notamment réglementaire, la mise à jour de tous les textes. L'épisode 2, c'est concernait plus la gestion de la donnée avec la plateforme Operate et la question de la plateforme de monitoring. On a fait un retour d'expérience en juillet sur les bâtiments publics et aujourd'hui, on traite le sujet voilà, des sites industriels et des entreprises industrielles. Il y aura un épisode en septembre, ou novembre, pardon, sur l'ISO 50009, c'est une nouvelle norme, système de management en fait groupé de différentes entreprises, système de management de l'énergie. Voilà, comme pour toute webconférence, il y a un sujet dédié, mais c'est vrai qu'on fait beaucoup de rappels parce que vous êtes, pour certains, vous arrivez des fois un peu novice sur le sujet, pas forcément avoir suivi toutes les webconférences. On trouve que c'est pertinent de rappeler un peu les grandes lignes du texte et on vous encourage à aller sur d'autres webconférences, vous pouvez voir les replays si vous souhaitez savoir un peu plus. Donc, en bref, le décret, le cadre réglementaire, il est porté par la loi Elan. Ça date de 2018 et puis il y a eu tout un ensemble de textes qui sont parus. Le décret dit tertiaire donc de juillet 2019 est entré en vigueur en octobre 2019 et un certain nombre d'arrêtés qui sont parus. Donc l'arrêté méthode qui cadre finalement la méthodologie globale, les arrêtés dits modificatifs qui viennent définir et préciser les seuils à atteindre en fonction des différentes catégories d'activités, sachant qu'à ce jour, seul un certain nombre d'activités ont fait l'objet de parution de seuil et on attend toujours
d'autres arrêtés pour venir compléter en fait ces différents seuils. Et il y a aussi l'arrêté modificatif pour les départements d'outre-mer. Donc voilà, ça c'est le cadre législatif, réglementaire et le corpus, on va dire, de texte. Maintenant, les grandes lignes hein, du décret tertiaire, il s'agit bien évidemment, il s'applique aux propriétaires et aux locataires de bâtiments ou parties ou ensemble de bâtiments à usage tertiaire qui cumulent une surface de plus de 1000 m², avec un gros enjeu qui est un objectif de résultat à des horizons décennaux qui sont 2030, 2040, 2050, d'atteindre moins 40, moins 50 ou moins 60% et moins 60%. Au regard d'une référence que l'on peut, situation énergétique de référence, qu'on peut définir en remontant jusqu'à l'année 2010, ou l'atteinte d'un seuil. Voilà, donc c'est vraiment un texte qui vous impose un objectif de résultat, c'est ça qu'il faut avoir en tête, résultat qui doit être mesuré avec des horizons décennaux. Pour atteindre ce résultat, il faut agir sur un certain nombre de leviers. La performance du bâtiment, donc l'enveloppe, l'installation d'équipements performants et de dispositifs de contrôle actif, l'exploitation des équipements ou l'adaptation des locaux et le comportement des occupants. Voilà, c'est les différents leviers sur lesquels, logiquement, on doit pouvoir agir pour atteindre ces résultats en termes d'amélioration de la performance énergétique. Et enfin, sujet important et qui fait couler beaucoup d'encre et qui a pris un peu de retard, c'est la question de la plateforme Opérate et de la donnée. Au-delà de cet objectif imposé à l'horizon 2030 et à ces horizons décennaux, le texte vous impose de remonter des données de consommation qui sont finalement là pour, vous aider à suivre l'avancement de vos actions et puis contrôler aussi que les résultats sont bien au rendez-vous. Donc, il faut annuellement remonter des données sur cette plateforme dédiée Opérate de l'ADEME. Voilà les grandes lignes du décret. Ensuite, il s'agit de rentrer dans les textes d'application, notamment les arrêtés, pour comprendre les différents tenants et aboutissants de ces différents films. Timothée, voilà. Timothée, avant de changer de slide, s'il te plaît, peux-tu revenir à la précédente? Parce qu'il y a une indication importante pour nos auditeurs, c'est que, en fait, les 5 leviers qui sont cités dans cette diapositive et le fait que l'on soit finalement en amélioration continue hein, à partir d'un temps T0 qui est actuellement, hein, qui est en fait, on verra tout à l'heure l'année 2020. On est tout à fait dans une logique de normes ISO 50001 et de système de management de l'énergie, puisque nous avons dans la norme donc différents chapitres qui traitent justement de la mise en œuvre de ces leviers et qui se placent donc dans une logique d'amélioration continue. Voilà, je voulais ouvrir une parenthèse puisque en juillet nous avons accueilli donc des partenaires qui ont témoigné, et notamment donc la PHP qui a mis en place un système de management de l'énergie et qui s'en félicite donc pour donc aborder cette question du décret tertiaire, puisqu'elle disait qu'elle bénéficiait d'un cadre qui permettait d'emporter finalement l'ensemble de l'organisation justement dans cette démarche d'amélioration continue. Voilà, c'était ma parenthèse. Pour passer donc avant de passer aux actualités réglementaires, dont nous avons eu un certain nombre, sur lesquels on a eu un certain nombre d'évolutions dans le courant de l'été, et puis pas plus tard que le 22 août, puisque un article 176, en l'occurrence de la loi climat et résilience, c'est cette grande loi énergie là, et adaptation au changement climatique qui est paru donc à la fin de l'été. Eh bien, cet article 176 finalement modifie l'article général 175 de la loi Elan qui introduisait toute cette réglementation sur le tertiaire. Cet article 176 élargit le périmètre de l'assujettissement à l'ensemble des bâtiments existants à usage tertiaire. Jusqu'à présent, les bâtiments assujettis étaient les bâtiments qui étaient en usage au moment de l'apparition donc de la loi Elan. Si mes souvenirs sont bons, c'était le 23 novembre 2018. Ça, c'est un premier point important.
hein, c'est-à-dire que bon, tous les bâtiments, même relativement neufs, vont se placer dans une logique d'amélioration ou donc d'atteinte de seuil, dont Timothée a déjà parlé. Et puis, deuxième point qui est souligné dans cet article, c'est qu'il faut rester cohérent avec la stratégie nationale bas carbone. Donc, ça paraissait déjà dans l'article 175, mais il est bien précisé maintenant que les actions d'amélioration de la performance énergétique dans ces bâtiments tertiaires ne doivent pas induire d'augmentation de recours aux énergies non renouvelables, ni d'augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Voilà, c'est une précision qui est apportée dans cette loi climat et résilience. Et à plusieurs reprises, l'adjectif annuel est répété en ce qui concerne le suivi, puisque s'il y a effectivement donc une obligation de respecter des seuils ou donc une amélioration de sa performance énergétique en valeur relative, les assujettis sont également doivent remonter des données à une fréquence annuelle et puis suivre de cette façon-là, à ce rythme, donc l'amélioration de leur performance, faire un reporting à ce pas de temps. Catherine, Voilà, ce qu'on donc, peut peut-être préciser oui. au sujet de cette loi climat et résilience, c'est qu'à ses débuts, au début de la réflexion conduite par la Convention citoyenne pour le climat, souvenez-vous, il a été question de passer le seuil Oui. minimum du décret tertiaire à 500 mètres carrés au lieu des Tout 1000 à mètres fait. carrés du décret. Donc il y a eu une petite inquiétude puisque ça aurait conduit à diablement élargir le périmètre des bâtiments assujettis, mais finalement cette idée a été abandonnée. Cette idée a été abandonnée. Par contre, l'élargissement du périmètre aux bâtiments existants est bien entériné. Donc ça, c'est la réponse à Monsieur Paldrup. Hein. Oui, on ne parle pas de limite à 500 mètres carrés, mais de 1000 mètres carrés. Tout à fait. Les bâtiments assujettis doivent avoir une surface de plancher qui est supérieure à 1000 mètres carrés. C'est dit dans le décret et pas dans la loi. Absolument. C'est précisé dans le décret. C'est pour ça que je ne l'ai pas noté, mais on peut bien entendu faire un petit résumé. Alors, ces bâtiments, partie de bâtiments ou ensemble de bâtiments dont la surface cumule plus de 1000 mètres carrés. Tout à fait. On va rentrer dans ce genre de détails dans la suite du sujet en parlant justement des sites industriels. Alors, par contre, il y a en termes de décret, il y a, je pense encore dans les tiroirs du ministère, un projet de décret modificatif et un arrêté modificatif qui sont, à ma connaissance et à la connaissance de Timothée Goutet, ne sont pas encore sortis et qui modifient donc les modalités de transmission annuelle des données. Et en particulier, ce qu'ils disent, c'est que le fait que la sécurité sanitaire ait persisté donc en 2021, a été repoussé donc à l'année 2022. Les données relatives, la remontée des données relatives de consommation à l'année 2020, donc la deadline, la date butoir a été donc proposée pour être le 30 septembre 2022. Et c'est à partir de 2022 que cette remontée des données annuelle, à ce rythme annuel, au plus tard à la date du 30 septembre, eh bien, doivent être remontées pour l'année N-1, pour l'année précédente. Ce qui veut dire en résumé qu'en 30 septembre 2022, il y aura au moins 3 choses à faire. Premièrement, donc, la remontée des données de consommation et les facteurs liés donc, à ces consommations de 2020, de 2021, et également, et ça c'est déjà sorti dans le décret modificatif numéro 1,
également la définition donc de la consommation énergétique de référence et l'année de référence associée. Voilà, donc 3 choses à faire. On va vous le dire à plusieurs reprises. Avez-vous des questions sur ces évolutions réglementaires? Alors moi j'en ai une de Natalia Becerra qui n'a pas bien compris l'histoire de 2018 et 2020 en termes de bâtiments existants en 2018 et ou existants en 2020. Est-ce que vous pouvez répéter, Catherine? Oui, en fait, oubliez 2018. En fait, cette réglementation tertiaire, elle concerne les bâtiments, parties de bâtiments ou ensemble de bâtiments qui font plus de 1000 m² de surface de plancher, qui sont en usage, qui sont utilisés. Voilà. D'accord. Donc Natalia, C'est si les votre bâtiments bâtiment, existants. C'est les bâtiments c'est ça. existants. Si De plus de Natalia, 1000 si votre m². bâtiment n'existait pas en 2018, mais qu'il existe en 2020, bah, vous êtes concerné. C'est ça. En fait, ça marque, ils ont enlevé la date à partir de laquelle, jusqu'à laquelle les bâtiments étaient assujettis, tout simplement. Est-ce que c'est Voilà. clair, madame? Ça a l'air d'être clair parce qu'elle ne se plaint pas dans le chat, donc c'est très bien. Très bien, merci. En revanche, donc, Catherine et Timothée, une question sur la saisie dans Opérate. Donc Philippe Collat nous demande donc rien à saisir sur Opérate en 2021, point d'interrogation. Exactement. Moi, rien à saisir. On va le voir. Vous On pouvez va le voir, commencer, ouais. Je on vais va y le revenir. voir. Mais pas d'obligation. Pas d'obligation en 2021 de saisie. Pas d'obligation de saisie en 2021. D'accord. Et Lydia nous demande l'enregistrement sur la plateforme est également au 30 septembre 2022. Point d'interrogation. L'enregistrement, pour pouvoir remonter les données, il faut être enregistré. Mieux vaut ne pas attendre le 30 septembre 2022 pour s'enregistrer, pour se déclarer, enregistrer au sens déclaré. C'est cela. Parce que là, vous serez un peu tard. C'est un peu le message qu'on est en train de vous faire passer, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles la date butoir, c'est le 30 septembre 2022. Donc, il vaut mieux s'y prendre un peu plus tôt pour se déclarer, pour faire la collecte des données de 2021, la remontée de 2020, la remontée, définir donc son année de référence et sa consommation de référence. Voilà. D'accord. Et je propose pour la dernière question de passer la parole à Véronique, qui a un problème de compteur à installer sur ces bâtiments. Véronique, si vous voulez bien ouvrir votre micro et poser rapidement votre question, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Donc nous avons toute une série de bâtiments dont certains bâtiments n'ont pas de compteur. Donc depuis le début de l'année, j'ai vu le décret tertiaire, donc j'ai fait une demande pour installer des compteurs, mais ils ne seront pas installés avant 2022. Donc comment je fais qu'est-ce que je saisis du coup? J'ai aucune idée. Et je n'ai aucune idée de la consommation électrique de ces bâtiments, bien sûr. Et vous avez vous payez des factures? En fait, non. Nous sommes un site industriel et nous avons des factures globales, en fait, puisqu'en fait, on paye l'électricité du site, c'est-à-dire avec notre outil de production, c'est-à-dire qu'en fait, les bâtiments à usage tertiaire, ça représente 0,001% de la consommation d'électricité de notre site. D'accord. Ce que vous voulez dire, c'est que tout est fondu dans une seule masse et on n'est pas capable de voir ce qui relève du tertiaire et ce qui relève de l'industrie. Ah, complètement. C'est complètement noyé dans la masse. Mais en fait, ce qu'il va falloir faire, parce qu'il faudra le faire à un moment donné, alors en toute rigueur, vous êtes censé déclarer vos données de consommation. Et notamment les questions-réponses, on va le voir, sont assez claires. Il faut instrumenter pour pouvoir dissocier justement ces consommations. Donc, bon, si vous ne le faites pas et vous n'avez pas capacité à le faire
d'ici la première échéance où vous seriez censé le faire, il est de bon ton d'identifier une clé de répartition, une analyse audit énergétique de vos bâtiments, des surfaces tertiaires associées permet de le faire finalement, qui sera validé ensuite quand vous aurez instrumenté pour pouvoir venir confirmer ou infirmer finalement le modèle que vous auriez pu identifier en amont. Moi, je vois les choses comme ça. Et vous pouvez aussi, en attendant de mettre des compteurs, également identifier, par exemple, dans vos TGBT, les départs qui correspondent à l'alimentation des locaux tertiaires, si vous le pouvez. Poser des pinces et déjà corroborer vos hypothèses. Oui, parce qu'il Je vais demander. y a la question, on va le voir aujourd'hui, parce qu'il y a la question du sous-comptage qu'on peut installer de manière pérenne. Pérenne. Voilà, pour suivre dans le temps, et puis vous pouvez instrumenter de manière ponctuelle pour justement définir une clé de répartition de vos consommations, voilà, dans l'attente ou pas d'ailleurs hein, d'un sous-comptage qui serait installé et qui resterait à demeure dans le temps. Ouais, il existe différentes façons hein, d'aller justement identifier ces consommations. Est-ce que vous pouvez même faire, si vous voulez, à l'inverse, sous-compter ce qui n'est pas tertiaire et en déduire ce qui est tertiaire de la consommation totale? Non, c'est impossible ça. C'est pas possible ça, ce qui n'est pas tertiaire? Vous voyez, Ben, au lieu d'aller par des énorme. petits bouts. C'est énorme, Bon, notre voilà, consommation en fait. Donc Ça on peut pas, c'est vraiment c'est une goutte d'eau en fait la consommation des bâtiments chez nous. Hein. Donc voilà. Non, Et mais ça bon, je vais voir si on peut faire oui une collecte d'informations de manière spot et après on fera une estimation. Hein. On fera un calcul estimé. Ah oui, c'est ce qu'il faut faire. Bon, ok, ça va. Bon, Ok, on va merci. le voir. On va le voir. Je propose d'avancer. Oui, il est la demi. Ouais, en termes d'actualité, c'est pas tant des actualités, mais c'est vrai qu'il y a une mise à jour des questions-réponses sur le site Opéra de l'ADEME, qui sont une mine d'informations hein, et de compléments par rapport à l'analyse et l'interprétation qu'on peut faire des différents textes, que ce soit la loi, le décret ou les arrêtés. Et en l'occurrence, donc il y a eu de nombreuses mises à jour qui ont été faites. Hein, il me semble que c'était en août, je ne sais plus si c'est début août. Début août. Début août ouais, de cette année, avec des compléments, des renumérotations de différentes questions-réponses, quelques nouveautés, etc. Je vous engage à aller voir hein, sur les sujets qui vous concernent. Et en l'occurrence, pour les cas des sites industriels, il y a les FAC A6 à A8 qui viennent donner des précisions sur l'assujettissement, le sous-comptage, les zones de stockage, et les locaux des personnels. On va y revenir aujourd'hui. Et aussi la question 1 sur la notion de site. Voilà, c'est les bâtiments situés sur un même site, un site industriel, et le partage d'équipements ou de points de livraison. Ça vient notamment donner des précisions sur la notion d'unité foncière et comment on doit interpréter ça, notamment par rapport à la question des parcelles cadastrales, etc. Bon, voilà. On va en voir quelques-unes aujourd'hui. Donc ça, c'est aussi des nouveautés d'un point de vue réglementaire, parce qu'aujourd'hui, on peut dire que finalement, cette question-réponse vient compléter les textes réglementaires. Par rapport au planning de déploiement de la plateforme, ça c'est une mise à jour d'hier et c'est ce qui est publié sur le site Opérat aussi de l'ADEME. On voit qu'aujourd'hui, le site internet existe. Il y a un module de création de compte et de paramétrage pour la majorité des cas. Alors, moi, je ne suis pas suffisamment pointu pour vous dire qu'est-ce qui va définir qu'un cas ou un autre peut aujourd'hui se déclarer. Néanmoins, pour répondre à la question qui a été posée tout à l'heure, on le voit là en schéma en rouge le 30 septembre 2022, c'est les obligations finalement, et c'est ce qui nous intéresse, de suivi des consommations annuelles 2020, 2021 et les données de l'année de référence. Données de référence, c'est bien l'année de consommation, l'année de référence et la consommation ajustée de cette année en question. Mais d'ici là, il y a tout un planning de déploiement qui a pour but finalement de vous permettre de commencer à rentrer vos données, vos différentes données, sachant que le 30 septembre 2022,
les textes actuels et les arrêtés modificatifs là à venir ont vocation comment dire, à réglementer finalement cette échéance du 30 septembre 2022. Voilà. Ça, vous retrouvez ça, ces données sur le site de la plateforme Opera de l'ADEME. Et justement, Timothée, David nous demande, vous parlez de compteurs, mais ce qui est significatif, ce sont les IPE, les indicateurs de performance énergétique. Dans Opérat, est-ce que seules les consommations doivent être reportées, ou bien est-ce que ce sont ces fameuses IPE qu'il faut reporter? Alors, les IPE, c'est un terme qu'on aime bien, qu'on retrouve dans la 50001. Les indicateurs de performance énergétique, dans le cadre du décret tertiaire, parce qu'il faut savoir qu'il y a un vocabulaire qui n'est pas tout à fait celui qu'on peut retrouver, notamment dans les normes, hein, que nous, on aime bien utiliser, évidemment. On parle d'indicateurs d'intensité d'usage ou de donner les variations climatiques. Effectivement, il faut remonter, les données de consommation et tout un ensemble d'indicateurs d'intensité d'usage, parce que les données de variation climatique seront finalement remontées de manière automatique, parce que ce sont les mêmes pour tout le monde, enfin elles sont géographiques, mais à partir du moment où on a indiqué où on se situe, la plateforme saura remonter les données météorologiques correspondantes. Pour les autres indicateurs, le décret tertiaire parle d'indicateurs d'intensité d'usage qui vont dépendre de l'activité. Pour des bureaux, par exemple, ça va être la surface moyenne occupée par le bureau, l'amplitude horaire, ce genre de choses. Il va falloir rentrer ces données effectivement dans la plateforme Opérat de l'ADEME. Voilà. Sachant que pour certains, ce sont des facteurs qu'on appelle statiques, donc qui n'ont pas forcément vocation à changer tous les ans, qui peuvent être rentrés une première fois, mais qui devront effectivement être rentrés en cas de modification conséquente qui a un impact sur notamment l'atteinte des objectifs. Voilà, donc il n'y a pas que les données, effectivement. Mais j'invite les gens à aller revoir la webconférence précédente, enfin pas la précédente, celle d'avant, sur les données où on parle de ça, justement. En fait, pour compléter le propos de Timothée, l'indicateur de performance énergétique, il sera construit directement dans cette plateforme, puisque vous lui donnez effectivement la consommation et vous donnez les facteurs d'influence dont a parlé Timothée, qui sont les surfaces et puis les données, tout ce qui est donc qui va y avoir trait aux corrections climatiques et également à ce qu'ils appellent des indicateurs d'activité et qui vous permettent donc de construire finalement votre indicateur de performance énergétique, parce que c'est un facteur d'influence. Je ne sais pas si on a été très clair, mais les IPE en tant que tels, vous ne les rentrez pas, mais vous donnez les éléments, vous rentrez sur la plateforme les éléments qui permettront donc aux autorités publiques de construire de la même façon les IPE. Tout à fait. Donc vous rentrez des kilowattheures et des mètres carrés, mais pas des kilowattheures par mètre carré. Des mètres carrés, voilà, c'est ça. Et puis également donc des indicateurs d'activité, de niveau d'activité dans vos bâtiments. Ce qui s'appelle les indicateurs d'intensité d'usage, ils appellent ça comme ça. Très bien, continuons. Alors, la méthodologie, pour aborder le sujet du décret tertiaire, finalement, de manière très, très générale sur un site industriel, la première étape, c'est bien évidemment de définir le périmètre. Alors, pour ça, il y a des règles générales communes à tous les bâtiments tertiaires. La définition, par exemple, du cumul des surfaces, alors c'est 1000 m² sur un site, comment on comptabilise tout ça? Qu'est-ce qu'une surface tertiaire? On ne va pas rentrer dans ce détail aujourd'hui, on considère que c'est un peu un prérequis, vous pouvez vous reporter sur la question-réponse. Il y a une question qui revient, enfin il y a deux sujets qui reviennent de manière assez récurrente sur les sites industriels et qui ont fait l'objet justement de précision, c'est le cas des locaux de stockage et le cas de locaux du personnel, des locaux du personnel. On va y revenir sur ces deux questions un peu plus tard dans cette webconférence, voilà, pour bien savoir qu'est-ce qu'on compte et qu'est-ce qu'on ne compte pas sur un site industriel. Donc la première étape, c'est sur votre site, quel est le périmètre concerné, quelles sont les surfaces qui sont
potentiellement à comptabiliser dans l'assujettissement. Est-ce que tout ça cumule plus de 1000 m²? Sinon, ben dans ce cas-là, je ne suis pas assujetti. Si oui, ça cumule plus de 1000 m², alors globalement, ces surfaces sont soumises à l'obligation du décret. C'est la première étape, c'est de définir votre périmètre pour savoir si oui ou non vous êtes assujetti. Une fois que ça c'est fait, eh bien, il va falloir se poser la question, on a déjà eu une question là-dessus, du recueil des données. Donc, les données, c'est quoi? C'est des consommations énergétiques, des surfaces tertiaires assujetties et des facteurs d'influence associés. On vient d'en parler. Alors, pour ça, il va falloir installer des sous-comptages. Sur les bâtiments, encore une fois, les parties de bâtiments tertiaires et leurs usages énergétiques. Donc, voilà, il va falloir mesurer finalement les données de consommation des usages énergétiques des bâtiments et parties de bâtiments tertiaires assujettis. Déterminer l'année de référence. Donc, l'année de référence, en fait, il va falloir aller voir l'historique des consommations énergétiques pour déterminer quelle est la meilleure année, celle qui va être la plus judicieuse de choisir pour atteindre les objectifs et les consommations énergétiques associées. Et enfin, dans le recueil des données, il va falloir recueillir les facteurs d'influence, ce qu'on appelle les indicateurs d'intensité d'usage. On en a parlé. Alors, il y a les données météorologiques, mais celles-là, elles seront accessibles de manière automatique sur la plateforme Opérate de l'ADEME, mais vous devrez recueillir vos données d'indicateurs d'intensité d'usage sur vos différents usages tertiaires qui ne seront pas forcément les mêmes selon qu'on parle d'une zone de stockage ou que l'on parle d'une zone de bureau ou que l'on parle d'un local de restauration du personnel. Voilà. Donc, 1, le périmètre, 2, on recueille toutes les données. 3, une fois qu'on a recueilli les données, qu'on a déterminé l'année de référence, on sait quel est l'effort à fournir pour atteindre soit moins 40, soit l'atteinte d'un seuil. On peut définir quelle est l'option la plus avantageuse. Et en face de cet effort à fournir, il va falloir mettre un plan d'action. Pour réaliser ce plan d'action, enfin le définir, il va falloir réaliser un audit énergétique ou une revue énergétique quand on est dans le cadre d'une ISO 50001. Voilà. Donc là, c'est vraiment l'identification de potentiel d'amélioration, la répartition de vos consommations d'énergie et puis comment on peut agir sur les différents leviers qu'on a vus dans les grandes lignes du décret. Souvenez-vous, l'enveloppe, les équipements, les contrôles des équipements, le système de contrôle d'équipement, l'exploitation, le comportemental. Voilà. Et enfin, une fois que on a défini le périmètre, qu'on a recueilli toutes les données, qu'on a défini notre plan d'action, il va falloir mettre en œuvre. Forcément, vous êtes attendu sur un résultat, donc il faut bien agir sur ces différents leviers et faire ce suivi annuel. Et là se pose la question finalement, on l'a aussi évoqué à travers une question tout à l'heure, de l'automatisation, de l'agrégation des données, de la projection dans le temps. Donc c'est-à-dire quelle stratégie vous allez aborder pour pouvoir vous donner les moyens de suivre toutes ces données dans le temps. L'avancement de vos objectifs, de la réponse aux objectifs, avec des moyens qu'il va falloir mettre en œuvre progressivement, avec évidemment des moyens techniques, des ressources, des coûts. Voilà, comment on gère tout ça? C'est la question du suivi dans le temps de vos objectifs. Voilà un peu la méthodologie globale pour un site industriel pour avancer sur le sujet du décret tertiaire. Je fais un petit rappel sur les types de données parce qu'on parle beaucoup de données dans ce décret et là c'est des choses qu'on avait présentées dans la webconférence dédiée. Bon, il y a des données de type administratif, ça c'est sur la plateforme de l'Opérate de l'ADEME, je ne vais pas rentrer dans le détail. Toutes vos données administratives liées à votre type de structure, d'entreprise, est-ce que vous êtes propriétaire, locataire, etc. Il va falloir rentrer des données bâtimentaires qui vont plus avoir trait à l'identification du bâtiment. Les adresses, les références foncières, etc., les surfaces associées. Voilà. Et enfin, et ce qui va nous intéresser, qui va être probablement le plus complexe, parce que autant les deux premiers types de données se fait à la déclaration sur la plateforme Opérate de l'ADEME. Vous avez là finalement jusqu'en septembre 2022 pour commencer à déclarer tout ça. L'obligation réglementaire portant sur les données de consommation, c'est là que ça va peut-être se corser par rapport à du sous-comptage, etc. C'est bien les données de la situation de référence, donc pour identifier l'année de référence, les consommations énergétiques associées, les catégories d'activité, avec les indicateurs d'intensité d'usage correspondantes, on l'a évoqué, que ce soit des zones de stockage, des bureaux,
une zone de restauration ou des locaux divers et variés. Bon, voilà, ça c'est les différentes catégories d'activités. Donc à chacun, il y aura des indicateurs d'intensité d'usage. Et enfin, les données de consommation énergétique annuelle par type d'énergie et les indicateurs d'intensité correspondants. Donc c'est tout ça qu'il va falloir suivre en termes de type de données. On va revenir donc maintenant un peu sur la méthodologie, mais sur la définition du périmètre. Hein, ça fait quelques slides qu'on dit qu'on va revenir dessus. Donc je laisse la parole à Catherine là-dessus. Oui, il y a eu énormément de questions qui sont remontées vers la DHUP concernant donc ces fameux bâtiments qui abritent des activités tertiaires sur les sites industriels. Et donc, avant de passer à la fac A7, je vous recommande de lire la question A6, donc le cas des sites mixtes, industriels et tertiaires, où il est dit, bon, s'il y a un cumul de surface sur un même site qui dépasse donc 1000 m² et dans des bâtiments abritant des activités tertiaires, eh bien, ces bâtiments sont assujettis et que pour capter donc la partie consommation de ces bâtiments, eh bien, on recommande, il faudra passer par l'étape sous comptage. Pour les bâtiments spécifiques des sites industriels, donc le ministère a fait une question-réponse centrée sur les bâtiments de stockage, ou alors autrement appelés les entrepôts. Et il y a eu quelque chose de nouveau, puisque il y a une différenciation entre donc bon, premièrement, commençons par le début, c'est-à-dire que le stockage de matières premières de produits donc non transformés est inclus dans le process industriel et donc n'est pas assujetti. Et puis il y a il y a des bâtiments un peu SaaS, hein, en quelque sorte, qui sont là pour accueillir donc des produits finis, transformés, donc en fin de chaîne, et seulement s'ils sont stockés dans le cadre d'un flux tendu, c'est-à-dire avec un temps de séjour. Vous voyez, c'est assez précis, de 3 à 5 jours maximum. Ceux-là non plus ne sont pas assujettis. Par contre, s'il y a un stockage de plus de 5 jours, il s'agit d'une activité de logistique et qui relève donc bien du secteur tertiaire. Et ça, donc, ces bâtiments de stockage sont assujettis donc à la réglementation sur le tertiaire et doivent se mettre en ordre de marche, donc suivant le schéma qu'on vient de vous présenter, avec des actions d'amélioration de leur performance énergétique. Donc ça, c'est la réponse aux questions de Karine Cortez et de Benoît Paldrup, qui s'inquiétaient de leur zone de stockage, justement. Donc vous avez maintenant la réponse. Et Benoît aussi, il va falloir résoudre votre histoire de couloir, parce que Benoît ça a une inquiétude sur les couloirs qui délimitent la partie stockage de la partie bureau. Mais cette intervention n'est pas faite pour que tu répondes, Catherine, tu peux poursuivre, mais c'est pour dire comme quoi il y a beaucoup de questions au sujet de la problématique stockage. Très bien. Donc, deuxième type de bâtiments ou de locaux qui ont fait l'objet donc d'une question-réponse, ce sont ceux qui donc concernent le personnel. Donc là également, donc des précisions, je pense, qui sont quand même assez claires. C'est vrai que bon, tout ce qui est locaux, vraiment, on retrouve un peu la même logique, vraiment associé à l'activité principale. Et ben, ce ne sont pas considérés donc comme des locaux donc de tertiaires. Bon, on cite tout ce qui est bureau de contremaître, contrôle qualité, etc. Voilà, donc là sont inclus dans l'activité donc industrielle. Par contre, si on a une séparation physique dans d'autres bâtiments dont l'activité principale n'est pas artisanale ou industrielle, donc là, on applique donc cette fameuse règlement tertiaire. Moi, je pense par exemple à tout ce qui abrite par exemple des locaux de restauration qui souvent sont pour des raisons sanitaires placés à part. Également tout ce qui est peut-être accueil des enfants,
Parfois sur les sites industriels, il y a même des salles de sport. Voilà, donc ça, il faut se poser la question, donc de mesurer leur surface de façon à tester s'ils rentrent, s'ils sont assujettis à cette réglementation tertiaire. Voilà pour les deux questions-réponses sur lesquelles on souhaitait faire un zoom, puisque là, il s'agit de nouveautés hein, par rapport donc à la situation de la foire aux questions avant l'été. Alors, je vais poursuivre sur le recueil des données de consommation pour voir un peu comment faut s'y prendre. Il y a deux sujets hein, qui sont finalement comment dissocier les consommations des surfaces tertiaires par rapport aux consommations globales du site et notamment des consommations de l'activité industrielle. Ça, il va falloir le faire et c'est précisé, hein, notamment dans la question-réponse, les différentes questions-réponses, qu'il faut bien instrumenter et avoir du sous-comptage. Donc, au-delà de la question voilà, du degré de finesse, du sous-comptage, de est-ce qu'il est pérenne, pas pérenne, est-ce qu'il est ponctuel, comment on l'implémente dans le temps, etc. Il va néanmoins falloir mettre en place du sous-comptage. C'est un premier point. Deuxième point, c'est qu'il va falloir définir une année de référence avec une consommation énergétique de référence. Et sur un site industriel où il faut dissocier les surfaces tertiaires, on n'a pas forcément fait ce sous-comptage dans l'année qui nous intéresse. Par exemple, je prends au hasard 2013, je considère que c'est mon année de référence. Quelle était la part de la consommation de mes surfaces tertiaires en 2013 par rapport à la consommation du site? Et ça, il va falloir le préciser sur la plateforme opérable de l'ADEME pour avoir une consommation énergétique de référence. Donc, la méthodologie, finalement, elle va être de prendre vos données de consommation à travers votre point de livraison, hein, vos factures d'énergie, qu'il y en ait un ou plusieurs, en fonction des types d'énergie, évidemment, que vous utilisez. Identifier, alors, je ne sais pas si vous voyez ma souris. Oui. Voilà, OK. Donc, et identifier les différentes surfaces. Donc, on voit sur ce schéma qu'il y a plusieurs locaux qui pourraient être considérés comme des surfaces tertiaires, les autres étant purement industriels. Il va falloir instrumenter à ces endroits-là. Pour identifier finalement la consommation globale liée à l'activité tertiaire, avec des questions qui vont se poser sur déjà comment la question de la saisonnalité de la consommation des surfaces tertiaires. C'est vrai que sur un site industriel et a fortiori quand vous avez une consommation qui est essentiellement liée à votre activité industrielle, elle peut être on va dire plus homogène et répartie de manière homogène le long de l'année, ce qui est moins le cas des activités tertiaires qui peuvent être par exemple dépendants du chauffage été, hiver, etc. Donc il y a une approche qui peut être un peu différente. Va se poser la question de l'automatisation de la collecte. L'automatisation, c'est de se dire que vous avez un exercice qui va devoir être fait tous les ans, parce que c'est ce que vous impose la réglementation. Alors, est-ce que vous faites une campagne de mesure ponctuelle pour définir un modèle et ça, vous le refaites tous les ans? Est-ce que vous allez intégrer ou mettre à demeure un certain nombre de compteurs? Quelle est la bonne stratégie à avoir? Donc, tout ça, c'est des questions qu'il va falloir vous poser. Il va y avoir la question de l'agrégation des données, parce qu'il va y avoir différents types de données. On a vu des données de consommation énergétique, des données liées à vos indicateurs d'intensité d'usage, voilà, avec une variation qui sont en fonction des localisations. Donc, sur le site, différentes zones. Si vous avez une approche patrimoniale, ça peut être différents sites industriels. Il va y avoir une disparité en termes d'équipement de comptage. Ça peut être des GTC qui existent ou pas, etc. Donc, il y a toutes ces questions qui vont se poser sur définir un modèle une première fois pour extraire, on va dire, les consommations énergétiques de vos usages tertiaires, et d'affiner, reproduire ce modèle dans le temps pour avoir finalement quelque chose qui est opérationnel et qui va vous permettre de suivre ça dans les années qui viennent. Donc, identifier vos surfaces, réaliser une modélisation à travers vos différents points de mesure,
ce qui vous permet d'avoir chaque année vos données tertiaires et cette modélisation que vous aurez fait à l'instant, la première année par exemple, il va falloir l'utiliser pour définir la consommation énergétique de référence en allant chercher, en implémentant finalement ce modèle dans vos factures de l'année de référence pour pouvoir dire sur mon année de référence, la consommation tertiaire était de temps. Voilà, donc ça va être à rentrer en 2022 et puis sur la plateforme Opera, tous les ans, il va falloir déposer ces données. Voilà un peu la logique. Alors là, on ne rentre pas du tout dans des questions techniques, des typologies de comptage. Ce n'est pas du tout l'objet de cette webconférence. Non, ce n'est pas l'objet. Voilà. C'est vraiment là l'idée de montrer un peu la méthodologie et puis avec plaisir, on pourra avoir des échanges par la suite avec les uns les autres s'il y a des questions sur ces points qui sont plus du technique, des détails techniques. Et des points méthodologiques là qu'on veut mettre en avant. Voilà. Alors une réponse, et c'est important justement pour notamment répondre à toutes ces questions d'automatisation de la collecte, l'agrégation des données, etc. Les uns les autres, on le sait, c'est des choses, soit le cas est très simple, mais ça peut vite devenir un peu complexe. Il existe des outils, des plateformes dites de monitoring. Alors, la plateforme Opera de l'ADEME a vocation à faire un certain nombre de calculs. Avoir un outil à disposition chez vous qui est configurable en fonction de votre réalité opérationnelle, de la complexité de votre site ou pas, paraît aujourd'hui être un outil assez indispensable pour justement vous accompagner à gérer tout cet ensemble de données avec lequel vous allez devoir travailler dans le temps et ce sera très utile. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'industriels qui s'interrogent un peu de la pertinence de cette réglementation par rapport à une consommation énergétique tertiaire qui représente finalement peu, voire quasiment rien de leur consommation globale. Bon, dans un certain sens, où est le seuil, je ne sais pas, mais on peut être finalement un peu d'accord avec eux. Néanmoins, je pense que l'exercice est intéressant parce qu'il vous permet aussi finalement d'acquérir des outils avec une finesse et une analyse qui peuvent être un peu différentes de celles que vous avez l'habitude de faire. Et ça ne peut être que valorisant et vous aider à avancer dans la maîtrise globale finalement de votre performance énergétique de votre site industriel. Voilà. Bon, en tout cas, nous, on pense que avoir un outil à disposition de monitoring qui permet justement de récupérer toutes ces données, de les configurer, de configurer tout un ensemble de modèles, etc., pour pouvoir le pérenniser dans le temps et l'automatiser, et communiquer directement aussi sur la plateforme Opera de l'ADEME, est quelque chose de bon ton. Et Timothée, également, je pense qu'il faut dire aux auditeurs que les pouvoirs publics ont prévu des versements directs à partir de ce type d'outils vers la plateforme Opera. Il y aura donc des connexions, des API qui vont être mises en place pour pouvoir verser directement les données de ce type d'outils. Oui, tout à fait. Donc c'est aussi un gain de temps, puisque c'est une réglementation qui s'étale sur le long terme. Et je pense que vous lisez tous dans les journaux qu'on va être de plus en plus contraints dans notre consommation énergétique et même dans la qualité de l'énergie que l'on va utiliser. Et le comptage derrière cela, le comptage et puis le monitoring, le suivi et la surveillance qu'on appelle, c'est la traduction du terme monitoring en français, c'est pas très joli, mais la surveillance de vos consommations, c'est quelque chose qui va devenir très prégnant dans les années qui viennent. Oui. Le temps passe, je propose d'avancer. Pour finir assez rapidement, on retrouve finalement une slide qui présente de manière un peu globale, et alors là ça dépasse le simple cadre, on va dire, des sites industriels, mais les outils finalement pour construire et mettre en œuvre votre feuille de route pour répondre aux exigences du décret tertiaire. On l'a vu, la définition de votre périmètre.
Il va falloir ensuite réaliser toute la question de la campagne de mesure, comment on vient mesurer les données associées à ce périmètre, que ce soit du sous-comptage sur un site industriel, mais si vous aviez un site qui est purement tertiaire, se pose aussi de la question de la mesure. Identifier votre stratégie de réponse, c'est-à-dire définir votre situation énergétique de référence. Est-ce que je raisonne en seuil ou en pourcent? Mettre en place en face un scénario d'action, réfléchir à l'éventuelle modulation des objectifs. Pour ça, c'est la réalisation d'un audit énergétique, identification du potentiel d'amélioration sur votre site pour atteindre les objectifs qui sont imposés par le décret des tertiaires. Et ensuite, évidemment, la mise en œuvre des actions d'amélioration de la performance énergétique, donc des APE, sur les différents leviers tels qu'on les a vus, avec la question qu'il faut se poser de comment on va recueillir les données, suivre tout ça dans le temps. Et il existe pour ça cette plateforme, ces outils de plateforme qui ne sont que des outils au service finalement de cet objectif global d'amélioration, avec une méthodologie finalement qu'il faut essayer de structurer dans le temps. Donc pour répondre, on a souvent ces questions sur la plateforme de l'ADEME qui impose là dans les échéances, dans des temps courts, de remonter des données, etc. On voit que déjà c'est pas opérationnel et que c'est reporté. Le message qu'il faut peut-être avoir en tête, c'est que vous êtes quand même assujetti avec une obligation de résultat à horizon 2030, que la plateforme opérate de l'ADEME ou les outils de plateforme sont des outils pour atteindre cet objectif, mais qu'il faut prendre un peu tout ça dans le temps long et se donner les moyens de structurer votre démarche avec des outils solides et une méthodologie. Il en existe notamment à la 50001, mais voilà, un peu éprouvé pour construire ça de manière intelligente. Voilà, donc on peut évidemment vous accompagner sur ces différents outils et méthodologies. Voilà, très rapidement, avant de peut-être vous laisser la parole avec des questions-réponses. Bon, voilà, c'est aussi mon rôle de vous présenter les différentes solutions qu'on peut vous proposer. Vous former, on fait des formations sur le décret tertiaire pour vraiment appréhender globalement le texte, les enjeux, etc. On rentre beaucoup plus dans le détail qu'une webconférence. Voilà, AFNOR Énergie Ingénierie Bureau d'études. Donc on peut vous accompagner pour identifier vos consommations sur un site industriel, comment dissocier les surfaces, les consommations des surfaces tertiaires des consommations liées au process, réaliser un audit énergétique, vous accompagner dans la définition de votre plan de mesurage. On a aussi une plateforme qu'on peut mettre à disposition. On vient de parler de tout ça. Et puis AFNOR certification peut venir si vous avez des systèmes de management que vous souhaitez faire valoriser à travers une certification, peut venir évidemment vous certifier. S'il y a des bureaux d'études qui nous écoutent, AFNOR certification propose aussi des qualifications, donc délivre des qualifications, audit énergétique par exemple. Voilà. J'en ai fini. À vous la parole. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je pense que Guillaume a la main sur les réponses. Et au-delà des questions et des réponses qu'on peut vous apporter aujourd'hui, n'hésitez pas à en poser sur le chat. On pourra essayer d'apporter des réponses individuelles aux uns aux autres. Oui, merci. Alors, c'est bien d'avoir utilisé le verbe essayer d'apporter une réponse parce que les questions sont très 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 précises. C'est pas évident d'y répondre. Et Timothée, est-ce que tu peux revenir sur la slide consacrée au bâtiment abritant des activités de stockage? Parce que nous avons Alexis. Alexis, lui, il fait de la logistique, entrepôt logistique, dans lequel il prépare des colis au carton. Donc, il se dit qu'il est assujetti au décret parce que ces produits sont finis, ce ne sont pas des matières premières, et il doit certainement excéder le temps de séjour de l'ordre de 3 à 5 jours, qui fait autorité, comme nous l'a expliqué Catherine Moutet. Et la question qu'il pose, c'est ces 5 jours, faut-il les considérer en moyenne au colis, c'est-à-dire à la référence, puisque entre-temps, il y a d'autres colis plus frais qui peuvent arriver, ou bien en moyenne, 5 jours, est-ce qu'il faut considérer ce chiffre comme une moyenne? Je pense que c'est une moyenne. Moi, je veux dire, faut être très... c'est une moyenne pour moi. Temps de séjour de l'ordre de... Alors, oui. Moi, j'ai envie de dire, j'ai pas non plus la réponse comme ça de but en blanc. Déjà, si c'est une activité logistique,
Ben oui. Elle est assujettie. La question de la logistique sur les sites industriels s'est posée, mais si vous êtes juste une activité logistique, pas adossée à une activité industrielle, vous êtes assujetti aux obligations du décret et la question des 3 jours ne se pose pas. Ne se pose pas, voilà. Voilà, Absolument. donc vous êtes assujetti. De toute façon. Voilà, de toute façon. Ce que j'avais pas compris, c'est les colis. Est-ce que c'était tu vois, des produits industriels qui étaient dedans? Je veux dire que c'était sur un site industriel, ça qui n'était pas très clair. C'est pour ça que On va lui poser la question, tout simplement. Monsieur Barthes, Bonjour à tous. Est-ce que vous êtes un industriel ou est-ce que vous êtes un logisticien? Non, on est logistique. En fait, je fais partie du groupe L'Oréal et on reçoit des produits de nos usines et en fait, on distribue ensuite ces produits vers l'ensemble de nos clients. Alors, et notre activité, on ne fait pas que du stockage, on ne fait pas que de la réception de palettes et de l'expédition de palettes, on fait aussi de la préparation de commandes. Et ce que je voulais savoir, si c'est considéré comme étant une activité entre guillemets industrielle ou si c'est une activité logistique, et à ce titre, nos entrepôts seraient tous considérés comme des bâtiments à activité tertiaire. Alors, finalement, c'est plus du conditionnement que de la transformation de produits. On ne fait pas du tout de transformation de produits. Voilà, je pense que la définition de l'industrie, finalement, là, on vous renvoie vers les premières questions, c'est la définition de l'activité tertiaire. Qu'est-ce que c'est? C'est ce qui n'est pas secteur primaire, donc exploitation des ressources naturelles, que ce soit agriculture, pêche, etc., et ce qui n'est pas secteur secondaire, à savoir la transformation de produits. Donc, si c'est ni l'un ni l'autre, c'est tertiaire. Donc, je pense que à la fin de la question. Oui. On est à la question A7 là. Les locaux de stockage de produits finis en fin de chaîne de production industrielle. Vous êtes bien en fin de chaîne, complètement. Vous ne faites plus de transformation. D'accord, très bien. Si je vous ai posé cette question, c'est qu'on est accompagné par un autre cabinet et ils ont laissé entendre qu'il y avait eu des discussions cet été qui pouvaient remettre ça en cause. Et du coup, c'est pour ça que je vous posais la question, pour savoir si vous aviez… La foire aux questions là qu'on vous met sous les yeux, elle a été publiée le 3 août. Du moins, elle a été diffusée le 3 août. D'accord. Donc ça, je regarderai parce que là, j'ai pas en tête la diffusion de la date de la diffusion des questions-réponses dont ils nous ont fait part. Par contre, j'ai une autre question et ça, j'ai pas de réponse à ce jour. C'est qu'on est dans un cas un peu particulier où ma centrale va fermer au profit de l'ouverture une autre centrale qui va répondre par ailleurs à toutes les normes les plus exigeantes en termes environnemental. Et du coup, on va intégrer cette nouvelle centrale au mois de mai 2022. Mais ça veut dire que moi, pour cette centrale, j'aurai absolument aucune valeur de référence, j'aurai aucune année de référence, j'aurai rien. Donc, qu'est-ce qu'il faudra que je déclare en 2022 pour cette centrale? Soit c'est une centrale, c'est un bâtiment neuf. C'est ça, c'est un bâtiment neuf. Ah bah donc exclu. On rentrera dans le champ d'application comme un bâtiment en 2023, comme un bâtiment existant. Et vu qu'il est neuf, a priori, il faudra s'orienter vers des seuils. Voilà, vers le seuil. Donc logiquement, si c'est un bâtiment neuf et qu'il est bien construit, bien exploité, que vous faites du commissionnement dessus à la livraison et que vous faites tout comme il faut, il devrait en toute logique avoir déjà atteint ses objectifs. Mais c'est la mesure de consommation réelle qui vous dira si oui ou non c'est le cas et si oui ou non il y a des dérives dans le temps. D'accord. Oui, parce qu'on devrait être certifié avant activité, devrait être certifié LEED Gold et BREEAM, je crois. Donc c'est ce qui, je crois, sont les normes les plus exigeantes. Et du coup, d'après ce que je comprends de votre réponse, ça veut dire que nous, notre déclaration serait pas en 2022, mais en 2023 sur base de l'année de référence qui serait 2022, notre première année d'activité. C'est bien ça? Oui, parce qu'en 2022, vous déclarez au mieux les consommations de l'année N-1 de 2021. Voilà. Mais non, il n'y en aura pas parce qu'en 2021, on n'aura pas intégré le site. Le site, il est en train de sortir de terre.
Tout à fait. Donc, c'est ce que je dis, c'est qu'en du moins, je l'ai dit de façon un peu alambiquée, c'est-à-dire qu'en 2021, voilà, vous n'aviez rien. C'est ça. Donc, vous n'avez rien à déclarer en 2022. Ok, très clair. Et ben merci. Précision, hein, puisque vous citez les certifications BRIM, etc. Voilà, cette réglementation ne s'intéresse pas aux certifications diverses et variées qui peuvent exister, ne s'intéresse qu'à la facture et à la consommation ramenée au mètre carré de votre facture, quel que soit le type de certification que vous pouvez avoir dessus. Ok, très bien. Merci Timothée. Alors on a beaucoup de questions sur des cas particuliers, hein. C'est difficile de répondre. J'imagine bien. Oui, je vais quand même prendre la question de Jean Évin qui est facile à répondre. Bonjour, les consommations à remonter sont-elles les consommations de chauffage uniquement? Eh bien non. Ben non. C'est toutes les consommations des usages énergétiques de la surface tertiaire et donc de l'activité tertiaire qui est hébergée dans cette zone tertiaire. Donc chauffage, mais c'est toutes vos consommations électriques. Voilà, la réponse est non. Tout à fait, vos imprimantes, vos frigos, etc. Votre Toujours une éclairage. question. Votre éclairage, absolument. Toujours une question sur les données à faire remonter, une question d'Antoine. Les données de consommation à fournir sont les consommations globales du site, ou également les consommations des différents usages énergétiques significatifs de ces sites? Alors, déjà, c'est les consommations des surfaces tertiaires. Alors, il va falloir donner la consommation finalement globale parce que c'est quand même la facture de votre fournisseur qui fait foi, et ensuite du saut-comptage pour venir définir la partie tertiaire. Maintenant, la question c'est quoi? Est-ce qu'il faut remonter les consommations des usages significatifs? Non, il n'y a pas lieu ensuite de venir préciser, en tout cas sur la plateforme opérale de l'ADEME, les consommations des usages énergétiques significatifs. Par contre, sur les différentes surfaces assujetties, il y a différentes typologies d'usage. On en a évoqué certains, hein. Ça peut être du stockage, ça peut être de la restauration, ça peut être des bureaux, etc. Chacun va avoir un calcul spécifique à travers ces indicateurs d'intensité d'usage. Et donc, de fait, il va falloir dissocier ces consommations-là seront dissociées. Mais il n'y a pas d'approche, en tout cas dans la réglementation, sur l'usage énergétique significatif. D'accord. Merci Timothée. Nous terminons en beauté avec Benoît Paldrup qui travaille dans un service public d'eau potable. Alors lui, il a un site de 800 mètres carrés, donc a priori en dessous de la limite du décret. Oui. Mais à 50 mètres, il y a un autre bâtiment de stockage de pièces hydrauliques de BTP qui fait 500 mètres carrés. Et pas de chance, il y a un seul compteur Enedis pour l'ensemble. Donc 800 plus 500, on est à 1300 mètres carrés. Du coup, est-ce qu'il rentre dans le cadre du décret tertiaire, ce monsieur Paldrup? Pas facile. Qui gère le l'activité? Alors, c'est deux entités différentes qui gèrent l'activité du. Non, il y a un seul compteur Enedis pour l'ensemble des deux bâtiments. Pour autant, chacun de ces deux bâtiments fait moins de 1000 mètres carrés. Oui, mais est-ce que c'est la même société qui exploite les deux? Oui. Il va nous répondre. On vous écoute, Benoît. Oui, merci. En effet, bonjour, hein, c'est le même service, hein. On a donc les bureaux de 800 mètres carrés où tous les agents se réunissent, puis il y a les managers, etc. Et après, pendant la journée, les agents vont sur le terrain et au gré des besoins, ils viennent prendre des pièces dans le magasin de stockage qui est situé à 50 mètres de là. Vous avez deux zones de moins de. C'est bien le même site et le même responsable de site. Ok, donc vous êtes dans le cas, dans la définition des surfaces et des calculs d'assujettissement. Le cas numéro 2, c'est un cumul de bâtiments. Non, c'est le cas numéro 3, un ensemble de bâtiments cumulant une surface de plus de 1000 m² sur un même site.
Et donc, vous êtes assujetti, le site, enfin, ces 2 bâtiments, globalement, sont assujettis à l'exigence du décret tertiaire. Oui, ils sont nécessaires pour la même activité réalisée par la même personne morale. Voilà. Ok. Voilà, la réponse est claire. Merci beaucoup. Eh bien, il est 16h10. Nous sommes encore 54 en ligne, c'est très bien. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Catherine, Merci. Timothée, je vous laisse conclure. Bah, déjà, merci d'avoir participé à cette webconférence. Hein. Voilà, nous, on reste disponible. Je vous enverrai le support, il y a nos coordonnées. Si vous souhaitez approfondir certains sujets, on est à votre écoute. Catherine a raison de remettre sa webcam, je vais faire de même. Voilà, on est à votre écoute pour répondre à vos éventuelles interrogations, savoir si on peut aussi répondre, enfin vous apporter des solutions hein, pour vous accompagner sur ce sujet qui a vocation quand même à vous embarquer sur les 10, 20, 30 prochaines années. Donc j'aime bien dire qu'il est urgent de prendre le temps de bien faire sur ce sujet et on espère pouvoir vous apporter tous les outils, notamment méthodologiques, hein, pour structurer votre démarche afin de vous permettre de répondre en temps et en heure aux différentes exigences imposées par le décret. Voilà. En tout cas, merci pour votre participation. Je laisse la parole à Catherine pour finaliser. Écoute, je n'ai pas grand-chose à ajouter oui, à ta conclusion. Merci d'être toujours assez nombreux et puis de vos questions qui nous enrichissent en fait nous aussi, hein, puisqu'on voit ce qui se passe. Et ne vous inquiétez pas, l'AFNOR aussi est concerné, hein, puisque nous avons 2 bâtiments de plus de 1000 m² sur un site et nous travaillons aussi avec nos équipes pour répondre au décret tertiaire. Voilà. À très bientôt et puis merci de nous avoir écoutés patiemment. Au revoir. Merci messieurs, dames, merci Catherine, merci Timothée. Nous nous retrouvons le 16 novembre de 11h à midi pour le 5e et dernier épisode de notre série Décret tertiaire 2021. Et ce 16 novembre, nous nous intéresserons au site groupé, à comment agir à plusieurs quand on occupe un même site. Pour cela, il y a un certain nombre d'outils normatifs qui sont à votre disposition, dont la norme ISO 50009. Je vous donne rendez-vous donc le 16 novembre. D'ici là, afnor.org/énergie pour toutes les infos et le replay de cette présente conférence qui se termine. À bientôt et merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.